Je ne supporterai en aucune façon, répondit Julien le Magnifique, d'être frustré de la promesse que vous m'avez faite, et suis certain qu'il ne déplaira pas non plus à monseigneur le préfet d'entendre ce point. De quelle promesse parlez-vous, dit le comte. De nous indiquer, répondit le Magnifique, de quelle manière le courtisan doit se servir des qualités que vous avez dit lui convenir. Monseigneur le préfet, bien qu'il fût encore très jeune, était sage et discret, davantage qu'on aurait pu l'attendre d'un âge aussi tendre, et dans toutes ses actions il faisait preuve, en même temps que de grandeur d'âme, d'une certaine vivacité d'esprit, vrai présage de l'excellent degré de vertu où il devait parvenir. Aussi dit-il incontinent, si tout cela reste à dire, il me semble que je suis arrivé à un très bon moment, car en attendant de quelle manière le courtisan doit se servir de ses qualités, j'entendrai aussi lesquelles elles sont, et ainsi je viendrai à savoir tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est pourquoi, seigneur comte, ne refusez pas de payer la dette dont vous vous êtes déjà acquitté en partie. Je n'aurais pas à payer une aussi grande dette, répondit le comte, si les peines avaient été plus également réparties. Mais l'erreur a été de donner l'autorité de commander à une dame trop partiale, et ainsi en riant, il se tourna vers madame Emilia, qui dit aussitôt « Vous ne devriez pas vous plaindre de ma partialité. Pourtant, puisque vous le faites sans raison, nous donnerons une partie de cet honneur que vous appelez peine à un autre. » Et s'étant tournée vers messire Federico Fregoso, « Vous avez proposé, dit-elle, le jeu du courtisan. Il est donc raisonnable qu'il vous revienne d'en dire une partie. Et cela satisfera la demande du Seigneur Magnifique, en faisant connaître de quelle manière et en quel temps le courtisan doit se servir des bonnes qualités qui sont en lui, et pratiquer ce que, selon le comte, il lui convient de savoir. Madame, dit alors messire Federico, si vous voulez séparer le moyen, le temps et la manière d'avec les qualités et les bonnes pratiques du courtisan, vous voulez séparer ce qui ne peut se séparer, parce que ces choses sont celles qui rendent bonnes les qualités et bonnes les pratiques. C'est pourquoi, puisque le comte a tant parlé, et si bien qu'il a dit certaines choses aussi à propos de ces circonstances, et qu'il a préparé dans son esprit ce qui lui restait à dire, il serait bien raisonnable qu'il continuât jusqu'au bout. Supposez, répondit madame Emilia, que vous soyez le comte et dites ce que vous pensez qu'il dirait, et ainsi tout le monde sera content. Mais seigneur, dit alors Calmetta, puisqu'il est tard, afin que messire Federico ne trouve aucune excuse pour ne pas dire ce qu'il sait, je crois qu'il est bon de remettre à demain le reste du discours, et d'employer le peu de temps qui nous reste à quelque autre passe-temps tout simple. Comme chacun fut de cet avis, madame la duchesse demanda à madame Marguerite et à madame Constanza Fregoso de danser. Alors Barletta, un très plaisant musicien et un excellent danseur, qui tenait toujours la cour en fête, commença à jouer de ses instruments, et les dames, s'étant prises par la main, après avoir dansé une basse danse, se mirent à danser une roergaze. La basse danse d'origine espagnole s'exécute par couple. La roergaze est une danse d'origine française. Avec une grâce extrême et pour le plaisir rare de ceux qui les regardaient. Puis, parce que déjà un grand morceau de la nuit s'était écoulé, madame la duchesse se leva et ainsi, chacun ayant pris congé avec révérence, s'en alla dormir. Ah, messire Alfonso Ariosto, j'ai souvent considéré, non sans grand étonnement, d'où procède une erreur que l'on peut croire être propre et naturelle aux vieillards, parce qu'elle se voit communément chez ceux-ci. C'est que presque tous louent le temps passé et blâment le présent, en méprisant nos actions et nos manières de faire et tout ce qu'ils ne faisaient point dans leur jeunesse. Ils affirment aussi que toute bonne coutume et toute bonne manière de vivre, toute vertu et en somme toute chose vont toujours de mal en pis. Et vraiment cela semble chose fort éloignée de la raison, et surprenante que l'âge mûr, qui par une longue expérience a l'habitude de rendre quant au reste le jugement des hommes plus parfaits, le corrompt tellement sur ce point qu'il ne s'aperçoit pas que si le monde allait toujours en empirant et que les pères fussent en général toujours meilleurs que les enfants, il y a longtemps que nous serions arrivés à cet ultime degré du mal qui ne peut plus empirer. Et pourtant, nous voyons que ce défaut a toujours été particulier à la vieillesse, non seulement de notre temps, mais aussi dans le passé. Cela est manifeste et connu par les écrits de nombreux auteurs très anciens et principalement des comiques, qui expriment mieux que les autres l'image de la vie humaine. Je pense donc que les vieillards ont cette fausse opinion.
parce que les ans qui fuient emportent avec eux beaucoup de commodités et, entre autres, enlèvent du sang une grande partie des esprits vitaux, ce qui altère la complexion et les organes par lesquels l'âme exerce ses vertus s'affaiblissent. C'est pourquoi dans cette saison de la vie, les douces fleurs de contentement tombent de nos cœurs, comme en automne, les feuilles tombent des arbres, et à la place des sereines et claires pensées pénètre la nuageuse et trouble tristesse, accompagnée de 1000 calamités, de manière que non seulement le corps mais aussi l'esprit est malade. Il ne retient rien des plaisirs passés, sinon une tenace souvenance et l'image de ce temps si cher de l'âge tendre, dans lequel, quand nous nous y retrouvons, il nous semble que le ciel, la terre et toutes choses font fête et rient sous nos yeux et dans notre pensée, comme dans un beau et plaisant jardin. Fleurit le doux printemps de la liesse. Pour cette raison, peut-être serait-il utile, quand déjà dans la froide saison, le soleil de notre vie commence à décliner vers l'Occident, en nous dépouillant de nos plaisirs, d'en perdre aussi en même temps la mémoire, et de trouver, comme disait Thémistocle, un art qui enseigna à oublier. Car les sens de notre corps sont si fallacieux que souvent même ils trompent le jugement de l'esprit. Ce pourquoi il me semble que les vieillards sont dans la même condition que ceux qui, partant du port, ont les yeux fixés sur la terre, et il leur semble que le navire ne bouge pas et que la rive s'en va alors qu'il s'en va tout au contraire. Car le port est pareillement le temps et les plaisirs demeurant leur état, et nous, fuyant avec la nef de la mortalité, nous nous en allons l'un après l'autre vers cette mer tempétueuse qui engloutit et dévore toutes choses, et il nous est jamais plus permis de revenir à terre. Mais continuellement battus par des vents contraires, nous finissons par rompre notre vaisseau contre quelque écueil. Parce qu'il n'est donc plus apte à beaucoup de plaisir, l'esprit du vieil homme ne peut plus les goûter, et de même que tous les vins, encore qu'ils soient bons et délicats, paraissent amers à ceux qui ont la fièvre à cause de leur goût qui a été gâté par les vapeurs corrompues. De même chez les vieilles gens, à cause de leur inaptitude à laquelle pourtant ne manque pas le désir, les plaisirs semblent fades, froids et fort différents de ceux qu'ils se souviennent avoir éprouvés, bien que les plaisirs en soi soient les mêmes. C'est pourquoi, se sentant en être privés, ils se plaignent et blâment le temps présent comme mauvais, et ne perçoivent pas que cette mutation procède d'eux et non du temps. Au contraire, faisant revenir en leur mémoire les plaisirs passés, ils se souviennent aussi du temps où ils les ont eus, et pour cette cause ils le louent comme bon, parce qu'il semble qu'il apporte avec lui une odeur de ce qu'il sentait en lui quand il était présent. Car nos pensées, effectivement, ont en haine toutes les choses qui ont été compagnes de nos déplaisirs, et aiment celles qui ont été compagnes des plaisirs. Au moyen de quoi il advient qu'un amoureux prend parfois grand plaisir à voir une fenêtre, bien qu'elle soit fermée, parce qu'une fois il aura eu la faveur d'y contempler sa maîtresse. Pareillement, il aura plaisir à voir une bague, une lettre, un jardin, un autre lieu ou quelque chose que ce soit qui lui semble avoir été le témoin complice de ses plaisirs. Au contraire, souvent une chambre bien décorée et belle sera abhorrée par celui qui aura été emprisonné ou qui aura souffert quelque autre déplaisir. J'en ai connu certains qui jamais ne boiraient dans une coupe ressemblant à celle dans laquelle, quand ils étaient malades, ils avaient pris quelque médecine, car de même que la fenêtre ou l'anneau ou la lettre représente à l'un la douce mémoire qui lui est si agréable, parce qu'il lui semble qu'elle a été autrefois une part de ses plaisirs, de même il paraît à un autre que la chambre ou la coupe, avec le souvenir, ramène la maladie ou la prison. Je crois que pour cette même raison, les vieillards sont amenés à louer le temps passé et à blâmer le présent. C'est pourquoi ils parlent des cours comme du reste et affirment que celles dont ils ont le souvenir étaient bien plus excellentes et pleines d'hommes rares que ne sont celles que nous voyons aujourd'hui, et aussitôt que de tels propos sont abordés, ils commencent à exalter infiniment les courtisans du duc Filippo ou du duc Borso. Ils racontent les bons mots de Niccolo Piccinino et se souviennent qu'en ce temps-là, il était très rare que l'on commît un homicide, qu'il n'y avait point de combat, point d'embûche, point de tromperie, mais une certaine bonté fidèle et aimable entre tous, et une loyale sûreté, que dans les cours d'alors régnait de si bonnes mœurs et une netteté si grande que tous les courtisans étaient comme des religieux, et malheur à celui qui aurait dit un mot méchant à un autre, ou qui aurait fait un signe déshonnête à une femme. Et
disent au contraire qu'ils voient en notre temps toute chose à l'opposé, et que non seulement entre les courtisans se sont perdus cet amour fraternel et cette manière de vivre courtoise, mais que dans les cours d'à présent ne règne autre chose qu'envie et malveillance, mauvaises mœurs et une vie très dissolue en toutes sortes de vices, que les femmes sont lascives et ont perdu toute honte, et que les hommes sont efféminés. Ils blâment aussi les vêtements qu'ils trouvent déshonnêtes, trop confortables, bref, ils incriminent une infinité de choses, parmi lesquelles, véritablement, il s'en trouve beaucoup qui méritent répréhension, parce que l'on ne peut nier qu'il y ait parmi nous beaucoup d'hommes méchants et scélérats, et que notre siècle ne soit bien plus rempli de vices que celui que ces gens-là louent. Mais il me semble qu'ils discernent mal la cause de cette différence, et qu'ils sont sots en ce qu'ils voudraient qu'il n'y eût que du bien dans ce monde, sans aucun mal, ce qui est impossible. Car le mal étant contraire au bien et le bien au mal, il est quasi nécessaire que par l'opposition et par un certain contrepoids l'un soutienne et fortifie l'autre, et lorsque l'un diminue ou croît, l'autre diminue ou croît pareillement, puisqu'aucun contraire n'est sans l'autre son contraire. Qui ne sait qu'au monde il n'y aurait point de justice s'il y avait les injustices, de magnanimité s'il y avait de les pusillanime, de continence s'il y avait l'incontinence, de santé s'il y avait la maladie, de vérité s'il y avait le mensonge, et le bonheur s'il y avait les disgrâces. Et pour cette cause, Socrate dit bien chez Platon qu'il s'émerveille qu'Ésope n'ait pas fait un apologue dans lequel il aurait feint que Dieu, n'ayant jamais pu unir le plaisir et le déplaisir ensemble, les aurait attachés par leurs extrémités de manière que le commencement de l'un fût la fin de l'autre, parce que nous voyons que nul plaisir ne peut jamais être agréable si le déplaisir ne le précède. Qui peut prendre plaisir au repos si d'abord il n'a ressenti la souffrance de la fatigue? Qui peut goûter le manger, le boire et le dormir si d'abord il a enduré la faim, la soif et le besoin de sommeil? Je crois donc que les passions et les maladies ont été données aux hommes par la nature, non pas principalement pour les rendre sujets à celle-ci, car il ne semble pas convenable que celle qui est mère de tout bien doive, par une intention délibérée, nous donner tant de maux, mais la nature ayant fait la santé, le plaisir et les autres biens, conséquemment, ont été joints après eux les maladies, les déplaisirs et les autres maux. C'est pourquoi les vertus, ayant été octroyées au monde par le don et la faveur de la nature, les vices, aussitôt par cet enchaînement de contrariétés, les accompagnèrent nécessairement, de manière que toujours, quand l'un croît ou diminue, il est forcé que l'autre croisse ou diminue de la même façon. Quand donc nos vieillards font l'éloge des cours passés, parce qu'elles n'avaient point des hommes aussi vicieux que certains qui sont dans les nôtres, ils ne savent pas qu'également dans ces anciennes cours, il ne se trouvait pas d'hommes aussi vertueux qu'il s'en trouve aujourd'hui dans les nôtres. Cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il n'y a aucun mal aussi grand que celui qui naît de la semence corrompue du bien. Et pour cette raison, étant donné que la nature produit maintenant des esprits bien meilleurs qu'elle ne faisait alors, de la même façon que ceux qui se tournent vers le bien font beaucoup mieux que ne faisaient ceux dont ils parlent, de même ceux qui se tournent vers le mal font bien pis. Il ne faut donc point dire que ceux qui s'abstenaient de faire mal parce qu'ils ne savaient pas le faire méritent en ce cas aucune louange, car même s'ils ne faisaient guère de mal, ils faisaient néanmoins le pis qu'ils savaient. Or, que les esprits de ces temps-là aient été en général très inférieurs à ceux de maintenant, on peut suffisamment le connaître par tout ce que l'on voit d'eux, tant dans les lettres qu'en peinture, sculpture, architecture et toute autre chose. Ces vieilles gens blâment aussi en nous maintes choses qui ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises, seulement parce qu'ils ne les faisaient pas. Ils disent qu'il n'est pas convenable aux jeunes gens de se promener par la ville à cheval, ou surtout dans les voitures traînées par des mules, de porter des fourrures de peau ou des robes longues en hiver, de porter un bonnet, au moins avant d'avoir l'âge de 18 ans, et autres semblables choses pour lesquelles à la vérité ils se trompent, car de telles coutumes, outre la commodité et l'utilité qu'elles apportent, ont été introduites par l'usage et plaisent universellement, de la même façon qu'alors chacun se plaisait d'aller en casaque, avec les chausses ouvertes et les souliers polis, et pour se montrer galant de porter tout le jour un épervier sur le poing sans raison, de danser sans toucher la main de la dame, et d'user de beaucoup d'autres façons qui étaient alors très prisées, alors que maintenant elles seraient trouvées grossières. Aussi doit-il nous être permis de suivre la coutume de notre temps sans être calomniés par ces vieillards qui souvent
en voulant se louer, disent « J'avais déjà 20 ans passés, que je dormais encore avec ma mère et avec mes sœurs, et je n'ai su que bien après ce qu'étaient les femmes. Et maintenant, à peine les enfants ont-ils la tête sèche des eaux du baptême, qu'ils savent plus de malice que ne le savaient en ce temps-là les hommes faits. Et quand ils disent cela, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils confirment que les enfants de notre temps ont plus d'esprit que n'en avaient leurs vieillards à eux. Qu'ils cessent donc de blâmer notre époque comme pleine de vices, parce qu'en les retranchant, ils retrancheraient aussi les vertus, et qu'ils se souviennent que parmi les hommes bons de l'ancien temps, lorsque fleurissaient dans le monde ces esprits glorieux, vraiment divins en toute vertu, et ces entendements plus qu'humains, l'ont trouvé aussi beaucoup de très méchants hommes, que s'ils vivaient seraient parmi les méchants de notre temps, excellents dans le mal, comme ces hommes bons le seraient dans le bien, et de cela toutes les histoires font amplement foi.